Bonjour, merci pour l'invitation. Je me présente, donc je suis Waira Lianke, donc je suis membre de l'association ATTAC France. Voilà, donc je suis aussi franco-bolivienne et je suis impliquée dans les mouvements féministes depuis longtemps. Et donc je suis aussi ce qui se passe dans les autres pays, mais voilà, je suis pas du tout une spécialiste universitaire sur les questions, mais voilà, c'est plutôt des choses suivies un peu de l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai essayé d'apporter quelques éléments là sur les mouvements féministes en Amérique latine, mais comme je disais, c'est un sujet très très large et donc voilà, c'est des grandes lignes qui peuvent évidemment être complétées. Par exemple, sur le Brésil, je pense qu'il y a des personnes qui connaissent beaucoup mieux que moi tout ça. Donc, voilà. Ouais, donc, bon, les mouvements des femmes sont ceux qui ont marqué le plus d'avancées donc, au cours du XXe siècle. Et à nouveau, donc, ces dernières années, il y a donc, des mouvements féministes qui ont pris donc, de l'ampleur au niveau mondial. Et ce qui se passe dans ces mouvements est très intéressant. Donc, parce que ça formule à la fois des modes de résistance donc, au gouvernement, au régime conservateur, et aussi ça formule des propositions vraiment pour changer en profondeur donc, l'organisation de nos sociétés. Donc, ça, c'est très marqué avec beaucoup de vivacité donc, dans les pays d'Amérique latine. Et donc, si les femmes ont toujours pris part donc, aux mobilisations, là, de plus en plus d'entre elles se retrouvent dans des groupes féministes, donc avec aussi une diversité dans ces groupes et dans les initiatives qui sont prises, y compris parfois avec un questionnement du terme de féministe qui peut être par certaines perçu comme un terme et un concept importé d'Europe. Donc là aussi, il y a des débats. Et donc dans chaque pays, donc selon leurs histoires, selon les contextes politiques, la situation sociale, donc les mouvements féministes prennent différentes formes. Donc par exemple, dans un pays comme la Bolivie, il y a un foisonnement de jeunes groupes féministes. Et en Argentine, où le mouvement féministe est ancien, il y a aujourd'hui une densification avec des mobilisations qui sont vraiment massives. Donc l'approche est différente donc aussi selon les pays. Mais il y a des choses qu'on retrouve à travers la région. Et il y a aussi, je pense, une dynamique globale donc, avec un mouvement des idées et des analyses et des modes de mobilisation aussi d'un pays à l'autre. Donc je vais essayer de dégager quelques lignes donc, qui me semblent importantes et de citer quelques thèmes donc, qui sont analysés, débattus par les mouvements féministes de Abya Yala, donc en m'appuyant donc, sur des exemples assez caractéristiques de l'un ou l'autre des pays, même si voilà, on peut retrouver donc, des choses de différentes manières dans d'autres pays. Donc d'abord, donc, ces mouvements sont des mouvements larges et populaires, où on retrouve aussi donc, des intellectuels, des chercheuses. Et il y a des femmes donc, de milieux donc, très différents, des villes, des campagnes, avec des mobilisations là, qui peuvent être liées aussi au territoire et aux enjeux écologiques sur ces territoires. Donc des femmes aussi issues des peuples indigènes, aussi des afro-descendantes qui se retrouvent donc, dans ces mouvements, et aussi des femmes donc, de diverses générations, avec beaucoup de jeunes là aussi qui viennent, et donc ça crée aussi beaucoup d'échanges sur un certain nombre de thèmes. Également des femmes de diverses sexualités, donc hétéros, lesbiennes, aussi des trans, non-binaires, etc. Donc, et toute cette diversité s'inscrit donc souvent dans la continuité donc, de pensées ou de luttes qui ont été développées antérieurement. Un autre élément qui me paraît important, donc, c'est que les mouvements féministes donc, formulent des résistances visibles au gouvernement conservateur et autoritaire. C'est le cas évidemment au Brésil. Donc avec l'arrivée donc, de Bolsonaro, donc c'est les droits démocratiques et l'ensemble des droits qui sont menacés. Mais des mouvements féministes se mobilisent et font partie de ces résistances au régime de Bolsonaro. Donc avant,
fin 2018, il y avait déjà un groupe Facebook, donc des femmes unies contre Bolsonaro et des manifestations dans de nombreuses villes du Brésil pour dire non à l'arrivée de ce président. Et donc là, il y a eu aussi en août 2019 donc des femmes de différentes communautés indigènes qui ont rejoint aussi Brasilia et qui ont rejoint, donc c'est des milliers de femmes, et qui ont rejoint aussi là la marche des Marguerites, donc qui est organisée régulièrement, et donc il y a des femmes du milieu rural. Et donc là, c'est 100 000 femmes donc, qui ont manifesté à Brasilia en dénonçant très fortement aussi la politique de Bolsonaro. Donc avant cela, les mouvements féministes se sont ancrés aussi donc, dans une démarche très combative où les organisations de femmes noires aussi ont joué un rôle important. Et elles articulent donc différentes revendications, donc notamment voilà, pour les droits des afrodescendants et afrodescendantes. Voilà, donc l'enjeu des droits humains là, et de la défense de la démocratie est une question qui est particulièrement sensible aussi pour les femmes qui ont été longtemps exclues justement des espaces de décision. Donc là, il y a vraiment aussi un enjeu, enfin je pense que c'est une attention particulière des femmes à tout ce qui est en train de se passer là-dessus. Ça, cette question rejoint aussi, par exemple, celle de l'accès au centre de débat et des décisions, enfin au champ politique. Donc, puisque, bon, évidemment, en 2018, il y a eu, du coup, donc avant l'élection de Bolsonaro, à quelques jours du 8 mars, donc la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, donc l'assassinat de Marielle Franco, donc qui est une figure militante emblématique, donc féministe, lesbienne, noire, mobilisée pour les droits démocratiques, contre la répression dans les favelas, contre l'homophobie aussi, et qui était aussi une élue, donc qui siégeait au conseil démocratique, au conseil municipal de la ville de Rio. Et donc son engagement est assez emblématique à la fois d'une multiplicité donc, de combats donc, qui se rejoignent dans les mouvements féministes, et souligne aussi le danger, que ça peut être s'engager à un certain niveau politique pour une femme comme Marielle Franco et le danger que pouvait représenter aussi son engagement pour une classe politique dominante. Donc il y a à la fois un potentiel contestataire très puissant et un réel enjeu donc, pour les femmes à se mobiliser donc, contre la montée du gouvernement de forme fasciste. Donc, en Argentine aussi, il y a une contestation très visible et très puissante. Donc là, dans un contexte de politique donc de récession, donc marqué par le recul des droits sociaux. Donc les féministes là dénoncent aussi les politiques d'austérité du gouvernement de Macri. Donc c'était très visible, par exemple, lors des manifestations du 8 mars. Bon là, en 2018, qui ont rassemblé 500 000 personnes. Et donc où les revendications concernaient aussi bien la lutte pour le droit à l'avortement, par exemple, que des enjeux sociaux plus généraux, enfin plus globaux, et étaient aussi très critiques donc, des politiques libérales donc, de Macri. Donc il y a eu une importance aussi des féministes dans les mouvements contre l'OMC, contre le G20 et le FMI qui étaient en Argentine en 2017-2018. Donc, où les espaces, les forums féministes ont été parmi les espaces les plus importants et les plus puissants, enfin plus visibles, donc dans ces forums contestataires. Donc c'était important aussi pour les féministes, par exemple, de dénoncer une forme d'instrumentalisation aussi des droits des femmes par le G20, notamment puisqu'il y avait aussi ce groupe Women 20, enfin le groupe des femmes du G20. Enfin, il y a toute une politique aussi de mise en avant d'une supposée défense des droits des femmes, mais toujours dans une perspective de politique néolibérale. Et donc, pour les féministes, c'était important de pointer du doigt l'accroissement des inégalités du fait du système économique et des politiques néolibérales mises en avant par le G20.
Un autre élément systémique, donc, ce sont les violences contre les femmes, donc, et la lutte donc, contre ces violences se retrouve donc, dans différents pays d'Amérique latine. Là, je vais m'arrêter un petit peu sur la situation au Mexique, donc, puisque il y a une généalogie particulièrement riche, si je au Mexique. Donc, les Mexicaines sont effectivement celles qui ont donné tout son sens au terme de féminicide, puisqu'elles ont dénoncé et analysé les féminicides donc, depuis des décennies, donc, notamment avec la situation liée aux maquiladoras, donc les usines d'assemblage installées dans les zones franches au nord du Mexique, à la frontière états-unienne. Et donc dans cette région, voilà, ça fait 40 ans qu'il y a des femmes qui sont mobilisées. Et face aux nombreuses disparitions de femmes, donc souvent très jeunes, ce sont les familles des disparus, et souvent des femmes aussi, qui se sont organisées pour chercher donc les corps dans le désert de ces femmes, et qui ont entamé ainsi un processus de dénonciation donc, de ces violences systémiques et d'exigence aussi de justice. Donc en dénonçant aussi l'implication de l'État et de la police dans toutes ces violences. Bon, donc grâce à ces fouilles, il y a des femmes disparues qui ont parfois été retrouvées dans le désert avec parfois des marques de violence extrêmes et de torture. Donc, c'est vraiment, il y a eu un travail donc de féministes du terrain, de femmes et de chercheuses et d'universitaires, donc qui a permis de préciser et d'analyser donc la réalité des féminicides. Et les Mexicaines distinguent, elles, sont arrivées à distinguer différentes formes de féminicide, dont une forme de féminicide global. Bon, donc toutes ces réflexions et ces analyses ont nourri aussi les réflexions des mouvements féministes dans le monde, donc ce qui ressurgit aussi ces dernières années, et donc où d'ailleurs le terme apparaît là aussi en France très récemment, et puis donc aussi en Argentine, comme on verra après. Voilà, donc ce travail de longue haleine des Mexicaines a mis en évidence donc, que les femmes travaillant dans les maquiladoras, dans des conditions très difficiles, habitant souvent dans des quartiers avec très peu d'infrastructures, donc parfois sans eau potable, sans éclairage dans les rues, donc des femmes jeunes, migrantes, beaucoup qui viennent ici pour chercher du travail, des femmes peu éduquées, étaient particulièrement exposées à ces violences machistes systémiques. Donc elles ont, donc, comme je disais, dénoncé le rôle de la police et des responsables politiques. Et en 2015, il y a eu donc les premiers procès qui ont mené à la condamnation donc, de plusieurs criminels. Évidemment, ça n'est pas fini. Voilà, et d'ailleurs, les féminicides continuent de manière très intense au Mexique. Donc l'ensemble, enfin au Mexique, donc là, les mouvements des femmes sont très marqués donc, par ces violences sexistes et sexuelles contre les femmes. Et donc certaines rappellent que, encore après des décennies, elles en sont encore à lutter simplement pour pouvoir rester en vie. Donc c'est aussi ce qui ressort donc de l'appel donc des femmes zapatistes. Donc il va y avoir là en 2019 donc la deuxième rencontre internationale donc des femmes qui luttent, ça s'appelle comme ça, donc au Chiapas. Et là ça va aussi être centré donc sur la violence contre les femmes. Et donc parce que les femmes indigènes du Chiapas qui appellent les femmes du monde entier à venir nomment, elles, une guerre contre les femmes du fait de ces violences. Et donc là, elles souhaitent discuter donc pas seulement des constats, mais des perspectives pour sortir de ce système de violence patriarcale. Donc elles en sont arrivées, enfin dans l'appel, elles en arrivent donc à une conclusion qui n'est pas possible de changer les choses à la marge, mais que ça nécessite vraiment une transformation en profondeur, donc de transformer radicalement le système et donc d'anéantir le patriarcat. En août 2019, donc il y a aussi des mobilisations
qui ont dénoncé à nouveau le rôle de la police dans les agressions et la violence machiste. Donc il y a un mouvement No nos cuidan, nos violan, donc ils ne nous protègent pas, ils nous violent. Donc suite au viol par 4 policiers d'une jeune femme de 17 ans. Donc là, il y a à nouveau donc c'est un mouvement assez emblématique d'une contestation qui est non seulement au niveau social, mais là qui vise aussi les forces de police. Donc bon, on retrouve voilà donc ce combat contre les violences donc dans différents pays, et donc en Argentine aussi, donc, il y a le mouvement qui est très, on a entendu parler, donc Ni Una Menos, qui a commencé donc en 2016. Et donc ce mouvement donc là dénonce aussi les féminicides, et il s'est étendu aussi à travers tous les pays d'Amérique latine jusqu'au Mexique. Donc là, je trouve que c'est intéressant de voir comment ça circule, et donc comment ce terme est partagé à travers les mouvements dans la Via Yala, et plus largement, donc, puisqu'il est repris aussi en Europe par exemple. Et à partir de cet exemple, on peut parler aussi d'une dynamique globale ou interrégionale, enfin internationale, puisque là, il y a vraiment des idées et des luttes qui circulent d'un pays à l'autre. Donc, justement, c'est à cette dynamique internationale. Donc, moi, je la trouve vraiment intéressante, parce qu'il y a une circulation des analyses, des idées, donc des modes d'action. Il y a des mouvements qui se nourrissent donc, les uns les autres. Les mouvements donc dans chaque pays ont un intérêt aussi pour ce qui se passe dans les autres pays. Et donc, il y a aussi une forme de réseau qui s'installe et qui vit, quoi. Et notamment sur certains thèmes voilà, en particulier. Mais il y a aussi une nécessité de développer donc, dans chaque région, chaque pays, ses propres réflexions à partir de son histoire, sa compréhension aussi du monde. Bon, ça, c'est très fort. Donc, il y a aussi une remise en cause d'un fonctionnement hiérarchique. Alors, bon, peut-être justement parce que les femmes ont été voilà, longtemps exclues des espaces de décision, donc peut-être sont-elles plus sensibilisées à la nécessité de faire circuler la parole et d'avoir un fonctionnement horizontal. En tout cas, il y a bon, je sais pas, mais il y a des expériences qui sont intéressantes, donc d'assemblées féministes, de forums où la parole vraiment circule entre les différentes participantes. Donc l'un des thèmes aussi qui circulent comme ça, donc c'est évidemment la lutte pour le droit à l'avortement, donc qui est donc une épine dans le pied, donc aussi des gouvernements progressistes donc, qui ont été au pouvoir et qui n'ont pas du tout avancé dans ces droits. Donc dans la plupart des pays, l'avortement est interdit ou très restrictif. Les femmes qui y ont recours peuvent être poursuivies et pénalisées. Et donc, au vu donc, du poids des églises, donc, qui sont évidemment fortement opposées à l'avortement, donc c'est un débat qui a longtemps été évité donc, dans les sociétés, dans les médias, également par les gouvernements. Donc, aujourd'hui, c'est un mouvement intergénérationnel avec beaucoup de jeunes femmes qui exigent donc, la dépénalisation de l'avortement, déjà, premièrement, et donc, aussi la légalisation, donc selon les cas, donc ça c'est selon les pays. Par exemple, ça se pose pas du tout de la même manière, par exemple en Bolivie, en Argentine. Donc je vais m'arrêter un peu donc, sur l'Argentine. Donc là, l'emblème donc, de la mobilisation pour le droit à l'avortement est donc le foulard vert qui est brandi dans les manifestations massives et qui a donné à ce mouvement donc, le nom de marée verte. Et donc sur ce foulard vert, donc, il y a aussi le dessin d'un foulard blanc qui est celui donc, des mères et des grands-mères de la place de Mai. Donc qui mènent encore donc un combat donc de longue haleine pour retrouver les enfants enlevés pendant la dictature des généraux en Argentine. Là encore, bon, voilà, donc il y a aussi un besoin, une articulation avec des mouvements
qui ont eu lieu, qui se poursuivent. Bon. Donc là encore, donc la bataille pour le droit à l'avortement en Argentine donc a fait le tour du monde et en amont donc du vote du projet de loi de légalisation donc en août 2018, donc les féministes du monde entier ont suivi de près et ont exprimé leur solidarité. Donc si le vote donc, qui avait été adopté par les députés en juin 2018 a été donc, finalement rejeté donc, par le Sénat en août. Donc voilà, c'est pas passé, mais les Argentines ont gagné quand même la bataille de l'opinion, et y compris d'ailleurs, il y a des divisions aussi à droite, enfin et à gauche aussi. Et donc elles vont continuer donc aussi ce combat donc pour que le projet de loi soit à nouveau proposé. Donc, là, ça va encore bouger de ce côté-là. Et en parallèle donc de ces grandes revendications qui ont été assez médiatisées, donc le mouvement féministe en Argentine impulse aussi donc des questionnements donc sur l'emploi, sur la question de el cuidado, donc l'économie du soin. Donc là encore, ce sont donc des débats qui circulent à travers la région, ça c'est très très discuté. Donc voilà, donc ouais. Question de l'emploi, question du care, donc puisque malgré donc la disparité des situations des femmes dans le monde, on retrouve quand même des questionnements similaires dans les mouvements féministes de différents pays et des thématiques proches. Donc par exemple la répartition des rôles sociaux en fonction du sexe. Donc puisque au vu des normes sociales, les femmes sont encore majoritairement en charge des enfants et des personnes en situation de dépendance. Et donc, les mouvements d'Amérique latine questionnent aussi cette organisation sociale et formulent des propositions alternatives et transformatives. Donc, dans la continuité de ces réflexions, elle développe par exemple les principes de forme d'économie féministe. Et donc, il y a aussi une implication donc, des féministes dans les luttes écologiques, avec des questionnements aussi écoféministes, aussi le rôle des femmes indigènes dans les luttes sur leur territoire. Et il y a aussi des féministes dans d'autres luttes globales, donc par exemple dans les coalitions contre les accords de libre-échange, où là, il y a donc dans différents pays, Argentine, Paraguay, Uruguay, des femmes aussi qui sont impliquées dans ces réseaux. Et aussi également une remise en cause très forte aussi du colonialisme, donc depuis le féminisme, avec un féminisme décolonial qui s'est installé, donc, qui vient aussi de l'Amérique latine, donc avec aussi certaines critiques des universitaires d'Europe qui peuvent reprendre ce concept ou ces idées sans affirmer d'où ça vient. Enfin, voilà. Là, c'est plutôt affirmé comme une nouvelle manière de penser donc les questions sociales. Donc dans un champ de pensée de longue tradition donc qui se reformule aujourd'hui pour pouvoir penser depuis les pays d'Amérique latine une autre vision du monde, une autre forme de pensée, et ce qui mène à aussi se distinguer donc des approches européennes. Voilà. Donc, pour finir, donc, ce que je peux dire, là, c'est vraiment des grandes lignes. Évidemment, on peut discuter de tout ça. Donc, les mouvements féministes rassemblent plusieurs générations et articulent différentes revendications donc dans la sphère privée, dans la sphère publique, dans l'emploi ou dans le champ politique, évidemment aussi dans les luttes écologiques. Donc, il s'empare de nombreuses questions, donc il est difficile là de résumer, mais ça souligne justement aussi la transversalité donc, du féminisme. Parce que ces mouvements proposent vraiment de transformer radicalement donc, nos sociétés, comme en témoignent aussi les chants qui sont dansés dans les manifs, qui en appellent au féminisme qui va gagner et renverser le patriarcat. Des chants dansés qui sont vraiment très très motivants et porteurs. Et donc, puisque ce projet
féministe est évidemment très rebelle, enfin, très subversif et nécessairement transformateur. Donc, comme je disais, enfin, ces mouvements sont particulièrement porteurs, donc aussi dans un contexte de remise en cause donc, des organisations de gauche. Voilà. Et les mouvements féministes comme en Argentine sont moteurs donc dans les contestations des politiques libérales et aussi dans les propositions alternatives. Donc, au niveau international aussi, ce qu'on peut dire, c'est que ces mouvements d'Amérique latine sont très inspirants et vraiment voilà, très dynamiques aussi et suivis par les mouvements féministes du monde entier. Vraiment. Donc après, bon, bah, les questions, enfin, donc, les mouvements populaires en Amérique latine, mouvements sociaux au sens large, donc, peuvent s'en inspirer ou dans un autre cas de figure, ils peuvent passer à côté ou continuer à les penser en dehors ou en plus des autres mouvements. Donc ça, on va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, en Amérique latine, donc les mouvements féministes avec toute la diversité sont vraiment très déterminés à avancer et en dépassant donc toutes ces embûches. Donc là, il y a vraiment, je pense, une vague qui, quelle que soit la manière dont vont se positionner les autres mouvements, va probablement aller très loin. Donc, et cette dynamique donc s'inscrit voilà dans un long cheminement de pensée, d'analyse, de débat qui aujourd'hui prend une forme plus visible et aussi avec une dimension d'urgence.